Bonjour, ici Éric Martin. Bienvenue à cette première émission de Cultiver votre plaisir pour l'année 2026. Encore une fois, on a choisi pour vous un menu, à ma foi, assez varié. Émilie Lavoie, directrice générale et artistique de la salle Jean-Marc Dion, qui vient nous parler de quelques spectacles qui figurent à la programmation hiver-printemps du diffuseur. On a également deux intervenants du musée. On a Tatoum Milmar et on a aussi une artiste en art visuel. Vous allez apprendre à la découvrir, Nadie Larchet. Et pour débuter, l'événement incontournable à Bécomo, année après année pour les amateurs du 7e art, Cinoche. Bonjour Alain. Bonjour Éric. Responsable de la programmation pour le Festival du film à Bécomo. Comment on approche un défi comme celui-là, un rôle comme celui d'élaborer une programmation? Ce n'est vraiment pas évident. C'est beaucoup plus d'heures que les gens peuvent penser. En fait, comme là, on prépare la 37e édition, mais dès la fin de la 37e, je vais commencer à préparer la 38e. Donc, c'est de se tenir au courant de tout ce qui sort. Je suis abonné à des sites européens pour voir venir d'avance ce qui se fait dans les pays scandinaves. C'est énormément de lecture. Évidemment, je vais faire le tour de tous les grands festivals, qu'est-ce qui a été primé. Puis pour qu'on ait le droit de diffuser un film au Québec en public, il faut que le film ait un distributeur québécois et un classement de la Régie du cinéma. Donc, ça peut limiter des fois les films qu'on voudrait avoir, mais qu'on peut juste pas faire venir. Il y a seulement les cinémas Beaubien du Parc qui ont des exemptions à ce niveau-là. C'est très bon à savoir, OK. Puis bon, c'est des négociations avec les distributeurs. Il y a des enjeux auxquels on pense pas. Des fois, ils veulent pas qu'on ait le film parce qu'ils veulent que la première fin de semaine, ça ait un impact incroyable sur le nombre de visionnements par salle. Ça va être réservé aux grandes villes. Mais des fois aussi, on a des cadeaux. Comme dans mes 2 programmations antérieures, j'ai eu des films qui ont sorti juste 3 à 4 mois après le festival. Excellent, Alain. On va y aller dans le feu de l'action. Vous avez des invités confirmés pour cette 37e édition, dont votre président d'honneur. On est vraiment fiers. Maxime de Cotteret, qui va représenter aussi le film Anakiri qu'on va avoir au festival, avec 6 projections. Il est très, très généreux. On peut voir la vidéo où il annonce sa joie d'être président du festival aussi, disponible sur la page Facebook du festival. Il sera présent jeudi à la conférence, au lancement en fait du festival. Il sera accompagné aussi la première fin de semaine de 2 comédiens de 1000 secrets, 1000 dangers, Rose-Marie Perrault et Neil Elias. Et plus tard dans la semaine, on aura Electra Codina-Morelli, une jeune actrice qui est vraiment en train de monter pour le film. Elle joue dans le film Le Train de Marie Brassard. Mais vous avez en tout cas une belle brochette d'artistes invités. C'est bien. Puis ça, ce qui est intéressant avec les artistes invités, c'est que les gens peuvent les rencontrer et discuter de ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vécu comme expérience. Oui, ils vont être présents. Il y aura des causeries d'organiser avec des animateurs, mais il y a aussi des moments prévus. Là, ce sera à l'horaire où ils seront au Café L'Arsenault, au centre d'achat. Ils vont être disponibles pour parler à quiconque veut bien leur parler. Tu nous as parlé d'Anakiri. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce film? Oui, c'est un film qui a gagné un prix au Festival Fantasia, au meilleur film québécois bronze. C'est un film percutant, un film assez dur. C'est un peu décrit comme un suspense ou comme un thriller littéraire. C'est une écrivaine qui est dans un milieu qui est vraiment très, très dur, un milieu, on va dire, la pègre. Elle veut s'en sortir grâce à la littérature. Elle rencontre par hasard un prof de littérature qui va essayer de l'extirper de ce monde-là. C'est le combat entre les deux mondes, son monde d'origine et le monde où elle veut aller par après. En tout cas, ça m'a l'air assez intéressant. Catherine Brunet, en général, offre de très belles performances. Et on a bien sûr Maxime de Cotteret, qui est votre président d'honneur, qui joue dans ce film. Un simple accident dont tu m'as fait mention, qui est un film qui est primé, lui. Oui, Palme d'Or à Cannes, c'est son prix majeur. Évidemment, le réalisateur Jafar Panahi a mis sa vie en danger pour tourner le film. Le film a été tourné clandestinement en Iran. Quelquefois, les policiers sont intervenus, ils ont fait semblant de rien, ont caché des caméras, repris le tournage. Et la semaine dernière, il a été accusé par contumace d'un an de prison. Fait que dès qu'il va retourner en Iran, c'est la prison. Et il veut retourner en Iran. Donc, il accepte. OK, il accepte de faire une peine de prison, OK.
Ouais, puis il est accusé, en fait, d'avoir parlé en mal du régime par la tournée qu'il a fait pour la promotion de son film, vu qu'il est allé parler de son film dans d'autres pays. C'est un film percutant qui montre les dérives du régime iranien. Ah oui, bien, je suis pas surpris, j'en entends souvent parler de l'Iran, à quel point il y a justement des valeurs très arrêtées sur différents sujets. La liberté d'expression peut repasser, donc c'est ce que j'entends par le réalisateur. Ah, c'est un film qui gagne partout au monde. Il y a des critiques ont dit, c'est vraiment pas les prix qu'il reçoit, c'est pas des prix de pitié. Là. Le film en soi mérite, il y a toutes les qualités cinématographiques qui méritent les prix qu'il reçoit. Et en plus, il y a cette touche-là aussi qui le rend spécial. J'aimerais peut-être en parler juste un peu parce que vous avez quand même Rosemary Perrault comme invitée. 1000 secrets, 1000 dangers. Oui, c'est un film basé sur le livre d'Alain Farrar. C'est un peu l'histoire de son mariage qui nous raconte en une journée. Le film, les critiques disaient que le livre s'éparpillait un peu. Le film est plus centré. Donc, Alain Farrar a aussi contribué au scénario. S'il y a des gens qui ont mal compris le livre, ils pourront se reprendre avec le film. Puis, c'est une bonne comédie. C'est Philippe Falardeau, le réalisateur, le grand réalisateur. Tout est parfait, la musique, les plans de caméra, la photographie, tout est bon dans ce film-là. On va pouvoir le rattraper à Cinoche. Et Rosemary Perrault va jouer aussi dans un autre film qui est Le Temps de François Delisle, qui est un film composé seulement de photos. Ça a été assez difficile pour les comédiens. Le réalisateur dit que quand on lui parle de son film, les gens lui en parlent comme si les acteurs bougeaient. C'est vraiment très bien réalisé. Donc, Rosemary Perrault, 2 films. Okay. Pour le prix d'un. Bien, moi, ce que je vais dire aux gens, Alain, mon message que j'ai envie de lancer aux gens, c'est un festival du film en région, c'est important, c'est vital. C'est du cinéma auquel on n'a pas accès dans l'année. On n'y pense pas, mais il y a bien des films qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas Cinoche. C'est vrai, puis il y a aussi des films, parce que maintenant, on est dans une époque de plateforme, ce qui est heureux et malheureux, mais il y a des films qui sont juste pas disponibles au Québec sur les plateformes non plus. Des films un peu plus nichés. Donc, c'est vraiment important. Moi, je suis mathématicien, j'enseigne au cégep. Et ce qui m'a en grande partie gardé à Bécomo, c'est Cinoche, puis le Centre des Arts. Donc, le milieu culturel de la Côte-Nord m'a gardé ici. J'ai pu faire une carrière très intéressante. Je suis content de pouvoir redonner en m'impliquant dans Cinoche, mais merci pour cette excellente programmation, Alain, du 15 au 25 janvier, 37e édition du Festival du film de Bécomo. Merci, on vous attend en grand nombre. Je me trouve dans une des salles alternatives du musée régional où il y a la présentation d'une exposition présentée en partenariat avec le collectif d'artistes autogérés Panache Art Actuel. Bonjour Nadie. Bonjour. C'est assez particulier, on l'a vécu un peu avec l'ambiance sonore, tout ce qu'il y a. Point de suspension. Pourquoi avoir choisi un titre comme celui-là? Bien, avoir choisi un titre comme Point de suspension, bien déjà, l'exposition est en soi suspendue. C'est aussi une exposition qui s'intéresse à la complexité des relations humaines. Puis, pour moi, quand je vois la montée de la haine, la montée des tensions géopolitiques, j'ai toujours l'impression d'être en incompréhension puis en attente. Fait que c'est aussi le point de suspension de manière plus littéraire. Fait que c'est comme ça qu'est venu le titre de l'exposition.
Ce que vous me disiez, c'est qu'on peut considérer chaque cuillère comme étant en soi un individu, une personne? Oui, en fait, là, ce qu'on voit, c'est 8 communautés de cuillères. Puis pour moi, c'est un peu une métaphore de la vie humaine. Bien, à la base, j'ai imaginé ces amalgames-là comme des communautés, des familles, du voisinage. Puis, en fait, les cuillères interagissent les unes avec les autres par le phénomène d'électromagnétisme. C'est que chaque cuillère est une petite sculpture électromagnétique. Puis, avec le contrôle des flux électriques et l'inversement des pôles, on est capable de faire bouger les cuillères et qui ont des interactions entre elles. Certaines se touchent et vont s'éloigner à un certain moment. Donc ça, c'est voulu, cet effet. Oui, tout à fait. Là. Le but, c'était qui des fois se touchent, des fois se frappent, des fois dansent. C'est vraiment de représenter plusieurs interactions possibles là, entre, on va dire, les individus. On l'a vécu tout à l'heure. Le son semble être un élément très important de ton exposition. Je dirais presque que c'est un personnage en soi. Tu voulais installer quoi comme ambiance? Oui, ben en fait, le son qu'on entend déjà, juste pour mettre en contexte, les sons qu'on entend sont les notes, on va dire comme ça, sont déterminées par la puissance des courants électriques. Tout le courant qui passe dans les cuillères, il y a plusieurs notes qui sont déterminées. Puis le son, en fait, qu'on entend, c'est des résonances, c'est la persistance de la résonance suite à un impact. Fait que c'est un peu pour renchérir sur le thème là, de la complexité des relations humaines et des fois, comme après l'impact, qu'est-ce qui reste, ou après les relations, qu'est-ce qui reste, cette persistance-là. Donc, c'est vraiment que des sons de persistance, de résonance qui sont mis en espace, puis aussi, pas une composition, parce que tout est généré, là. C'est un algorithme. J'ai aucun contrôle de composition, j'ai juste enregistré les sons. Il y a aussi une ambiance admettons, les actions sont plus dramatiques dans les cuillères, ben là, il y a un impact un peu plus bas, un peu plus fort qui vient nous créer une certaine tension. Fait que à la fois, c'est super doux, très méditatif, mais il y a vraiment une tension qui s'installe là, au fil de l'exposition. Je me suis permis de l'aborder parce que souvent, on pense qu'une exposition en art visuel, c'est qu'une exposition en art visuel. On ne fait que regarder. Ici, on regarde et on vit une expérience. C'est ce que le son nous amène. Oui, tout à fait. C'est vraiment, je souhaitais avoir une expérience immersive, en fait. T'sais, on regarde ces éléments-là, on est immergé par le son. Il y a de la vidéo aussi qui est interactive avec les éléments là, électriques. Donc, je voulais vraiment avoir une expérience complète. Bonjour, Tatoum. Bonjour, Éric. Donc, une exposition sur la conquête de la poudre noire. Oui, au Musée de la Côte-Nord, on reçoit une exposition du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke qui s'intitule « Poussière et lumière, une histoire de la Chine à l'Amérique ». On oublie qu'il y a cet aspect historique souvent. C'est une de vos constantes, l'histoire et l'archéologie. Ça fait partie du cœur de votre mission, votre mandat. Qu'est-ce qu'on retrouve comme élément dans cette exposition? C'est une exposition qui aborde la poudre noire depuis son invention jusqu'à son arrivée en Amérique. On découvre qu'elle a influencé et changé le cours de l'histoire en Europe. Elle a fait passer l'Europe d'un Moyen Âge à une Renaissance. Et puis, elle est arrivée ici en Amérique avec des instruments de guerre qui ont imposé l'intimidation aux Autochtones qui, eux, n'avaient pas cette technologie-là encore. Et puis, ils vont en vouloir. Donc, ça a imposé la conquête des Amériques par l'Europe. Tout à fait. Bien, ça nous a donné un avantage, en quelque sorte. Pas nous, mais je parle de ceux qui sont arrivés sur le territoire. Et Tatoum, ce qui est intéressant, vous avez toujours un aspect ludique dans vos expositions. Ici, on a le jeu de la conquête de la poudre. Oui, en fait, on a choisi cette exposition-là parce qu'elle est accessible à tout visiteur de tous âges, donc dont les familles. Et puis, elle peut être visitée traditionnellement en lisant les textes, en regardant les images, mais on peut aussi la visiter à travers un jeu qui s'appelle La conquête de la poudre noire. Et donc, on a des personnages, des pions géants qui ont des pouvoirs. Ce sont des personnages historiques réels et donc on avance avec ces personnages-là dans l'histoire de la poudre noire et l'objectif, on a aussi des dés géants et l'objectif est de gagner le prix Nobel de l'invention de la poudre noire. Rien de moins finalement, c'est quand même un gros prix.
façon de parler. Mais c'est très intéressant tout ce qu'on retrouve comme artefacts. C'est souvent ça dans les expositions aussi qui nous étonne, c'est de voir tout ce qu'on a réuni comme objet dans la même exposition. Exactement. Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke ont eu la gentillesse de nous fournir des reproductions d'artefacts anciens, certains racontant l'histoire de la Chine, d'autres de l'Europe. Et le Musée de la Côte-Nord a mis sa propre collection en jeu en présentant des artefacts qui proviennent du vieux poste de cette île. Sans dire les dates d'ouverture, tu m'as parlé d'une usine de poudre noire à Windsor, en Ontario. C'est un peu ça qui a comme mené peut-être à la naissance de l'exposition? Bien, exactement. L'exposition souhaite souligner donc ce patrimoine canadien-là qui est la poudrière de Windsor. C'est une poudrière qui a été mise en fonction au 19e siècle. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Et puis, on sait que la poudre noire n'est plus en fonction, elle n'est plus utilisée aujourd'hui nécessairement comme elle l'était avant. Elle a été surpassée par des nouvelles technologies, mais on va la retrouver, par exemple, dans les feux d'artifice encore aujourd'hui et dans l'utilisation traditionnelle des armes à feu. Elle fait partie de notre histoire. Je pense que c'est bien de se renseigner puis de savoir. Dans les livres d'histoire, on ne nous raconte pas vraiment l'histoire de la poudre noire. Non, effectivement, puisqu'elle a fait partie d'un quotidien, on se pose même pas la question, mais elle a causé des guerres et comme elle n'était pas produite partout, l'un des ingrédients pour produire la poudre noire est difficile à obtenir. Et il y a eu nombre de tentatives pour créer cet ingrédient-là, mais nombre d'échecs aussi. Et puis, ça a causé des difficultés pour certains groupes de s'approprier cette poudre noire-là et d'aller la chercher là où on en avait besoin. Toujours très intéressant d'aller chercher toutes ces connaissances. Merci, Tatoum. Donc, on invite les gens à se déplacer au Musée de la Côte-Nord pour voir cette exposition sur la poudre noire. Exactement. Donc, jusqu'au 26 avril 2026. Bonjour, Émilie. Bonjour. Tellement heureux de pouvoir te retrouver. On a tellement collaboré souvent ensemble. Je veux que tu me reviennes sur l'automne. Comment ça s'est passé? Ça passe tellement vite une saison. Un jour, on se réveille puis on est rendu en fin de saison, mais cet automne, les gens particulièrement, ils ont été vraiment au rendez-vous. À notre AGA, on l'a annoncé, on a une 10 % d'augmentation de clientèle de l'année de plus que l'année passée où on était déjà en 8 % de plus. Fait qu'en 2 ans, on est allé chercher 18 % d'augmentation de taux de fréquentation. Donc, avec le début de saison qu'on a connu, là, j'espère atteindre les mêmes objectifs pour l'année qui terminera en juin.
Mais moi, j'invite les gens à venir mettre le pied. Je pense qu'il faut mettre le pied une fois. Puis une fois qu'on y a mis le pied, on a juste envie de s'y retourner après. Raconteur artistique, c'est assez particulier parce qu'il va être présenté sous 3 formats. Je ne devrais pas dire format, mais en 3 versions différentes. Ben oui, en fait, en plus, c'est une œuvre qui est portée par une artiste qui est originaire de la Côte-Nord. Donc, avec Raconteur artistique, on se dirige un peu comme dans une communauté qui est isolée sur le bord de la mer. C'est une œuvre à la base qui nous vient là, de la Scandinavie, qui est vraiment une histoire de marin qui reste seul sur un île. Puis, on va le présenter autant au grand public, mais en anglais aussi, aux écoles ou aux gens qui veulent le venir voir en anglais. Puis, en grand public, comme on disait, mais en scolaire aussi, en français. Donc, pour les jeunes, donc de faire avec le passage d'une œuvre, avec une équipe de comédiens professionnels, une tentacule, une pieuvre de diversité, en fait, là, oui. C'est une première et c'est bien pensé, puis c'est bien que ça puisse s'offrir. On a les Boys, exclusivité sur la Côte-Nord. Ça nous montre les Boys. On va vous manger! Ben oui, on est vraiment, vraiment très, très fiers d'avoir été chercher cette œuvre-là. Aujourd'hui même, on était en rencontre par rapport à d'autres projets de grosses pièces de théâtre, grand public. Puis, les Boys, ben en fait, c'est la chance que vous avez de voir ces méga productions-là. On parle d'une dizaine de comédiens sur scène, puis tous des gros noms qu'on voit dans toutes les séries à la télévision ou au cinéma. C'est vraiment la chance de venir voir le premier film en théâtre. Donc, toutes les bonnes petites jokes qu'on se rappelle du film, ben vous avez la chance de les avoir ici, à cette île. On va se croiser les doigts pour que la dureté du mental y figure. Ça serait un incontournable. On y va en humour avec Jean-François Mercier. Bien, Jean-François Mercier, c'est un des artistes qui, au fil des années, nous a jamais déçus. Il y a toujours un propos qui est face à comment ça se passe dans le monde à ce moment-là. Jean-François, avec son spectacle À vie d'ébullition, ben c'est certain qu'il va nous décaper encore un petit peu, mais on a besoin de ça, de se faire remettre les travers de notre société en plein visage. Puis il y en a juste un qui est capable de le faire comme lui, puis c'est Jean-François Mercier. Il s'est détaché beaucoup de l'image du gros cave. Oui. Allez le voir. Puis oui, il y a un peu de vulgarité, mais c'est du bon contenu. Oui, ça nous fait réfléchir. Exactement. Le contenu est très fort. Puis il est toujours soutenu par une même équipe de travail. C'est vraiment un artiste à découvrir, puis à redécouvrir, justement, comme tu disais. Je l'ai déjà vu et je confirme, il est très, très bon. En musique, Bod Acton qui font leur tournée d'adieu. Tu t'es remis de la claque que la vie t'a donnée en t'enlevant celle que tu as aimée. Tu te trimbales d'une aventure. Oui, bien en fait, c'est vraiment une chance qu'on a de les recevoir. Bod Acton, ça fait déjà plusieurs années, même une dizaine d'années, qui roulent leur boss. C'est vraiment la chance de les voir, de la bonne musique festive, vraiment quelque chose de vivant qui va vous faire lever debout. Donc, profitez-en si vous voulez les voir une dernière fois avec la formation là, qu'on connaît. Un autre spectacle qu'on a en exclusivité, c'est Classe moyenne. Parle-moi un peu d'eux. Bien, en fait, avec Anne Saint-Pierre, Classe moyenne, c'est un groupe qui s'est fait vraiment connaître par les réseaux sociaux aussi. Les jeunes s'identifient beaucoup à eux, donc on espère aller chercher une clientèle qui est totalement différente de nos spectacles grand public, parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste un public, mais des publics. Donc, pour chacune des œuvres qu'on présente, il y aura des gens à qui ça s'adresse. Déjà, on le voit avec les gens à la billetterie, c'est des gangs de jeunes qui viennent acheter des billets pour des jeunes. On s'est rejoint-tu au fond des bois? Amène ton maillot pis tes bas. Le fond à off, on tire la plug. Y'a pas de raison, mais on est là. On s'est rejoint-tu au fond des bois? Amène ton café. Donc, c'est vraiment quelque chose qui les rejoint, qui est un peu le phénomène des colocs, mais à la sauce 2026, bientôt. On connaît la popularité de la musique country. Retour d'Annie Blanchard et de Maxime Landry. Oui, avec le country de nos idoles, on ne pouvait pas passer à côté. Les gens qui suivent ces deux artistes-là, c'est des indéfectibles. Ils veulent les voir. Ils font des trajets pour les rencontrer. Mais c'est certain que ces deux artistes
artistes-là, c'est des rocks qui sont solides, ils donnent des performances à tout casser, mais sont tellement humains, chaleureux. C'est vraiment, là, quand ils viennent rencontrer le public à la fin des spectacles, ils prennent le temps de parler avec les gens, des photos, puis tu le sens que c'est ancré en eux, au-delà d'être sur scène, mais c'est vraiment des amours là, à découvrir. Dave Finlay qui s'en vient. On est aussi les seuls sur la Côte-Nord, dans ce cas-ci, les seuls à l'avoir. Et moi, mon plaisir, c'est que Gabriella va être là. Mais on va commencer par Dave Finlay. Ben oui, Dave Finlay, c'est un chanteur américain qui a été découvert il y a quelques années par Lise Dion et qu'elle l'a amené dans le cadre de l'émission En direct de l'univers. Puis, il était venu performer. Et depuis ce temps-là, sa relation d'amour, d'amitié, de famille avec le Québec, ça a fait une ébullition. Partout au Québec, on connaît Dave Finlay. Il était sur la Rive-Sud, dans le coin de Gaspé, il y a quelques semaines. Puis les gens sont tombés en amour. Il est pareil comme on le voit sur les réseaux sociaux. Il est humain, même si c'est une grosse vedette, là, maintenant. Il est connu, pas juste au Québec, mais c'est vraiment un humain à découvrir. Puis il est entouré d'une équipe de course, déjà, comme tu disais, avec Gabriella, qui fait le violon, qui fait les back vocals. Il a même appris des mots en français. Il a appris une chanson en français. Donc, on a vraiment, vraiment hâte de le recevoir pour 2 soirs à Sept-Îles. Donc, on espère que les gens viennent le découvrir. Ça promet en tout cas une belle programmation hiver-printemps. Encore une fois, la salle de spectacle Jean-Marc Dion. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est la diversité, d'aller rejoindre les différents publics, les publics. Qu'est-ce qu'on peut dire, dans le fond, aux gens pour les encourager ou les inciter à se déplacer? Ben, vous serez jamais déçus. On fait des choix dans un bassin d'offres qui est tellement large, mais on essaie d'aller vous sélectionner la crème de la crème de ce qui est disponible. On essaie autant de vous faire des découvertes que de vous amener des artistes établis, mais la première chose à faire, c'est de prendre le feuillet, prendre vos programmes, regarder les sites Internet de vos salles de spectacle sur le territoire, puis faites une découverte. Si on l'a ici, c'est parce que ça a passé par des comités de programmation. Puis, ben, on sait jamais, mais les plus belles découvertes, c'est ceux qu'on s'attend pas à rien. Des fois, on dit, on va aller voir les gros artistes qui sont connus de partout, mais ceux qui vont nous faire le plus de bien, c'est ceux qu'on connaît pas. Je partage exactement ton point de vue. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Et c'est ainsi que se termine Cultivez votre plaisir. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous culturel. Comme toujours, on vous invite à nous laisser vos commentaires, vos suggestions, à nous parler d'une activité que vous organisez à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Et sur ce, je vous dis au mois prochain.